Avez-vous fait attention à cette petite subtilité? La dernière fois que vous avez pris le train, les annonces au moment du départ ne disent plus « La SNCF vous souhaite la bienvenue », mais « SNCF vous souhaite la bienvenue ». Alors ce n'est peut-être qu'un détail pour vous, mais en fait, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que la SNCF que vous avez en tête, celle qui assurait un service totalement intégré de l'entretien des voies ferrées à la circulation des trains, que cela soit des TGV, des RER ou des express régionaux, n'existe plus et que ça commence à se voir. Par exemple, il y a quelques jours dans la presse, pour justifier une nouvelle augmentation des tarifs, le PDG de l'entreprise, Jean-Pierre Farandou, a rappelé que le TGV n'était pas un service public et qu'il devait gagner sa vie, couvrir ses frais et financer notamment l'achat des rames de nouvelle génération, qui d'ailleurs tarde un peu à arriver. Ce sera finalement pas avant 2026 aux dernières nouvelles. Alors, que s'est-il passé? Quels épisodes a-t-on loupé? C'est ce qu'on voit dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans l'aiguillage. Le chemin de fer en France est né il y a bientôt 2 siècles. Sa première ligne dans le pays a été établie en 1827 dans la région de Saint-Étienne. On la doit, comme toutes les autres qui suivront, à l'initiative privée. Dans un premier temps, l'État ne s'intéressera aux chemins de fer que pour les réglementer, une nécessité qui s'imposera en raison des nombreux accidents qui surviendront dans les premières années de leur histoire, avant de s'immiscer dans leurs affaires économiques. Bon nombre d'entreprises ferroviaires se retrouvant en faillite et sans repreneur, l'administration des chemins de fer de l'État est créée en 1878 pour assurer l'exploitation de lignes délaissées. On découvre ainsi, dès cette époque, un principe qui ne se démentira jamais, même si, comme vous le verrez dans la suite de cette vidéo, on essaye bien souvent de l'oublier ou de le contourner. Le chemin de fer, si l'on intègre le coût de ses infrastructures, n'est jamais rentable. Les 5 grandes compagnies privées qui subsisteront jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale la prendront à leurs dépens. Ce sont le PLM, la Compagnie du Midi, la Compagnie de l'Est, la Compagnie du Nord et le Paris-Orléans. Au 1er janvier 1938, tout étant très lourdement endetté, leur sort est scellé. Elles rejoignent le réseau constitué par l'administration des chemins de fer de l'État. Et pour l'occasion, une nouvelle entité est créée. Elle s'appelle la SNCF, Société nationale des chemins de fer français. Sa vocation, c'est d'exploiter le réseau ferroviaire hexagonal dont les infrastructures restent la propriété de l'État. Il ne s'agit donc plus d'une administration, mais bien d'une entreprise d'économie mixte dont 51% du capital est détenu par l'État. Et le reste, me direz-vous? Eh bien, il se répartit entre les anciennes compagnies qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, continuent bel et bien d'exister. Une convention datant du 31 août 1937 prévoit que pour dédommager leurs investisseurs, les actions de ces entreprises seront amortissables sur 45 ans, c'est-à-dire qu'elles perdront petit à petit de leur valeur jusqu'à ce qu'elles n'en aient plus aucune. C'est ainsi que ce n'est qu'au 1er janvier 1983 que l'État français est devenu actionnaire à 100% de la SNCF. Une nouvelle entreprise portant le même nom étant créée, mais sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial cette fois-ci, pour succéder à la société d'économie mixte en reprenant l'ensemble des actifs, c'est-à-dire le personnel et le matériel. Force est de constater que dans cette période allant de la fin de la guerre au début des années 2000, l'entreprise a connu des heures de gloire. C'est l'époque de l'exploration de la grande vitesse sur rail, des records mondiaux étant régulièrement pulvérisés dans ce domaine. Des trains prestigieux, le Mistral, le Capitole et bien d'autres qui font beaucoup pour l'image du pays à l'international. C'est aussi dans ces années que sont mis en service les très confortables trains corail ainsi que le TGV. Pour autant, peut-on considérer que le train se porte bien en France? Eh bien, paradoxalement, non. Il suffit de comparer ces 2 cartes pour s'en convaincre. Si, jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le réseau ferré n'a cessé de s'étendre, la période SNCF se caractérise par un recul constant et spectaculaire du nombre de kilomètres de voies ferrées exploitées. C'est que la SNCF, dès sa naissance, a dû composer avec un partenaire bien encombrant, la dette. Celle-ci est constituée des déficits accumulés par les grandes compagnies dont elle est l'héritière, par la très lourde facture qu'il a fallu payer après-guerre pour faire face aux destructions immenses que ses infrastructures et son matériel roulant ont subies, et elle ne fait que se creuser au fil du temps du simple fait des coûts de fonctionnement très importants engendrés par tout système ferroviaire. Cette évolution est-elle propre à l'Hexagone? Eh bien non. Dans les autres pays européens, c'est sensiblement la même évolution qui est connue. À savoir que petit à petit,
Dans chacun d'entre eux, une unique grande entreprise nationale à capitaux publics a émergé pour prendre en charge l'exploitation du réseau ferré de son pays, sans pour autant faire de miracle. Toutes ces entreprises sont déficitaires et aucune n'est parvenue à trouver de solution pour concurrencer efficacement les transports routiers et aériens. Pire même, dans tous les pays, la part du ferroviaire recule, que cela soit dans le domaine du transport des marchandises ou de celui des voyageurs. Le constat du manque de dynamisme du secteur est dressé dès les années 80 par la Commission européenne, qui s'en émeut et décide de se pencher sur le problème en se proposant de réinventer ce mode de transport. Sa méthode repose sur deux piliers, la création d'un marché européen du transport sur rail et son ouverture progressive à la concurrence qui, espère-t-elle, aura pour conséquence de réveiller les grandes entreprises monopolistiques nationales et de les dynamiser un peu. Ces objectifs sont de parvenir à une meilleure qualité de service pour un coût moindre que ceux en vigueur, en favorisant l'ouverture à la concurrence entre les opérateurs historiques et de nouveaux entrants et en mettant en place des normes techniques et de sécurité communes à l'ensemble des réseaux des différents pays pour faciliter les échanges internationaux. Pour parvenir à ces fins, 4 étapes ont été nécessaires. Dans le jargon européen, on parle de paquets qui sont des ensembles de directives et de règlements. Les premières sont des actes juridiques qui fixent aux États membres un objectif et un délai pour l'atteindre. Les seconds, des décisions qui s'imposent immédiatement à eux. Le premier paquet ferroviaire date de 2001. Il a conduit à l'ouverture à la concurrence du transport de fret international et posé le principe de la séparation entre la gestion de l'infrastructure et celle de la circulation des trains. Le deuxième, de 2004, a poussé plus en avant l'ouverture à la concurrence du marché du fret ferroviaire. Le troisième, datant de 2007, a ouvert à la concurrence les services ferroviaires internationaux de transport de passagers. Et enfin, le quatrième, en 2016, a organisé l'ouverture totale à la concurrence du secteur du transport ferroviaire. Ces différents textes ont été transcrits dans le droit français par toute une série de décrets et de lois réformant le fonctionnement du ferroviaire, les principales étant celles du 8 décembre 2009, du 4 août 2014 et du 27 juillet 2018. Cet ensemble a conduit à la situation actuelle par laquelle la SNCF, en vertu du principe de séparation des activités, n'est plus une entreprise unique offrant un ensemble de services intégrés, mais un groupe constitué principalement de 7 entreprises publiques et à l'origine de la création de nombreuses filiales. Ces 7 entreprises sont des sociétés anonymes dont l'État est le seul actionnaire. SNCF Réseau et Gares & Connexions sont 2 entités qui ont en charge l'infrastructure ferroviaire, les voies, la signalisation pour la première, les gares pour la seconde. Rail Logistics Europe chapeaute les activités de fret. SNCF Voyageurs prend en charge le transport de passagers en France et en Europe. Geodis est une filiale dédiée au transport de fret et à la logistique dans le monde, et Keolis s'intéresse à l'exploitation et la maintenance de réseaux de transport, qu'il s'agisse de métro, de tramway, de bus et même parfois de trains en France et dans le monde. L'ensemble de ces 6 entreprises est chapeauté par une 7e société anonyme qui les contrôle. Il s'agit de la holding SNCF. Ça, c'est pour le côté réforme structurelle. Pour ce qui est de l'ouverture à la concurrence, maintenant, le premier train de fret privé a circulé en juin 2005 entre Dugny dans la Meuse et Dillingen en Allemagne, où il a transporté de la chaux. Il faut bien avouer que 20 ans plus tard, le bilan de cette ouverture à la concurrence du fret ferroviaire est plutôt mitigé. La part du fret ferroviaire dans le transport de marchandises en Europe continue de baisser au profit de la route, et on vient d'assister en France à la disparition de Fret SNCF, remplacée par 2 nouvelles entités. Tout cela mériterait une vidéo à part entière que je tâcherai de vous proposer prochainement sur cette chaîne. Côté passager, l'ouverture à la concurrence est également devenue une réalité. Elle s'envisage selon 2 modalités. Les services librement organisés qui permettent à des opérateurs privés ou étrangers d'accéder librement aux infrastructures d'un pays pour y réaliser des dessertes qu'ils souhaitent. L'ouverture de ce segment du marché concerne les lignes à grande vitesse ainsi que les lignes grand parcours à vitesse classique traversant plusieurs régions, dont l'autorité organisatrice est l'État. Concrètement, en France, ça ne se bouscule pas au portillon. En dehors de la SNCF qui joue là à domicile, plusieurs prétendants ont échoué dans leur tentative de proposer un service dans un tel contexte. Flixtrain, Railcoop ou encore Milaï Train ont ainsi jeté l'éponge avant même d'avoir réussi à faire circuler leur premier train. Seuls 2 opérateurs historiques étrangers ont lancé des services réguliers. Trenitalia entre Paris et Lyon, les Alpes et l'Italie, et bientôt entre Paris et Marseille,
et la Renfe qui, depuis Barcelone, a établi des liaisons vers Lyon, Marseille, Toulouse et bientôt, espère-t-elle, Paris. On attend du côté des entreprises privées dans les prochaines années Kevin Speed, Le Train et Proxima. Sur ce marché-là, le principe est simple, pas de subvention. Le service doit donc s'auto-financer. À ce petit jeu, la SNCF s'en sort, mais au prix de la pratique de tarifs élevés. Et l'argument selon lequel il suffit de s'y prendre à l'avance ou de se tourner vers les TGV Ouigo pour trouver des tarifs plus intéressants n'est guère recevable par ceux qui prennent régulièrement le train. Car, en dehors des dates de départ en vacances que l'on peut en effet anticiper assez longtemps à l'avance, les modes de vie d'aujourd'hui sont tels que l'on a le plus souvent besoin de flexibilité dans nos modes de déplacement. Et celle-ci se paye au prix fort quand il s'agit de prendre un billet de train, même avec un petit peu d'anticipation. C'est pire quand on n'a pas d'autre choix que de se décider à la dernière minute. Ces deux concurrents subissent des pertes importantes que seule leur taille et leur statut d'entreprise publique leur permet d'absorber. Leur calcul est de fidéliser une clientèle sur le long terme en se différenciant notamment par leur qualité de service. Ce n'est donc qu'au bout de quelques années que ces entreprises espèrent pouvoir gagner de l'argent sur ces relations. J'entends souvent la remarque que comme ces entreprises payent des frais de péage moins élevés pour compenser les coûts qu'elles ont eu à subir pour adapter leurs trains afin qu'ils puissent circuler en France, elles peuvent se permettre des tarifs plus attractifs. Mais ce n'est valable que les 3 premières années de leur circulation dans le pays, et c'est donc fini pour Trenitalia qui n'annonce pas pour autant de hausse de tarifs. Il s'agit bien d'une stratégie d'acquisition d'une clientèle calculée sur le long terme. La seconde modalité d'entrée sur le marché du transport ferroviaire de passagers est constituée par les services conventionnés. Ici, le principe est assez différent. Les régions ou l'État, en tant qu'autorité organisatrice des transports sur leur territoire, définissent un cahier des charges pour l'exploitation d'une ou plusieurs lignes et choisissent l'opérateur dont la proposition leur paraît être la plus adaptée à l'issue d'une procédure d'appel d'offres. Celui-ci obtient la concession du service pour un certain nombre d'années. Ici, le risque financier est moindre, puisqu'a priori, les coûts d'exploitation et les recettes sont connus à l'avance. Dans ce contexte, l'entreprise retenue est un simple prestataire à qui il est demandé de rendre un service en l'échange d'une rémunération définie à l'avance. Les gares à desservir, la fréquence de passage des trains, le fait qu'ils soient vides ou pleins, la politique tarifaire déployée ne sont pas sa préoccupation, mais celle de son commanditaire. La SNCF, via SNCF Voyageurs, peut tout à fait être candidate pour répondre à ces appels d'offres et continuer ainsi à desservir des lignes comme elle le fait pour certaines depuis 1938. Toutefois, pour gagner en agilité, elle ne le fait pas directement, mais par l'intermédiaire de filiales qu'elle crée spécifiquement pour que les centres de décision soient placés au plus près sur le terrain. Une adaptation qui n'aurait sans doute pas existé, il faut le souligner, si les réformes poussées par l'Union européenne n'avaient pas existé. Ces dernières années, 5 lots ont fait l'objet d'un appel d'offres. 2 ont été remportés par Transdev, qui exploitera ainsi à partir de décembre 2027 la ligne Nancy-Contrexéville qui réouvrira à l'occasion, ainsi que la ligne Marseille-Toulon-Nice dès l'été 2025. Et 3 par des filiales de SNCF Voyageurs qui ont été mises sur les rails le 15 décembre dernier. SNCF Voyageurs Sud-Azur, qui dessert l'étoile de Nice, SNCF Voyageurs Hauts-de-France, qui opère sur celle d'Amiens, et SNCF Voyageurs Loire-Océan, qui a repris l'exploitation de 2 lignes de tram-train circulant autour de Nantes. Il ne s'agit là que d'un début, puisque rien qu'en 2025, une vingtaine de nouveaux appels d'offres seront lancés. Alors oui, les conséquences de cette réforme du ferroviaire ont commencé à sérieusement se faire sentir. Par le personnel des entreprises ferroviaires, bien sûr, et plus particulièrement celui de la SNCF. Les nouveaux embauchés ne bénéficient plus du statut de cheminot, ce sont désormais des salariés classiques régis par le Code du travail. Au fur et à mesure de la concrétisation des appels d'offres, les personnels sont amenés à quitter leur employeur d'origine, la SNCF, pour rejoindre l'une des nouvelles filiales créées, voire les rangs de l'entreprise concurrente qui a remporté le marché. Tout cela est censé se faire sur la base du volontariat, mais gageons que la plupart des cheminots qui ont passé les épreuves de sélection pour un jour travailler à la SNCF se seraient bien passés de ce changement d'employeur. Pour les voyageurs, force est de constater que prendre le train devient de jour en jour un peu plus compliqué. Comment trouver simplement le meilleur tarif pour un trajet donné, alors que le nombre de prestataires ne cesse de grandir et que les applications de la SNCF, qui sont de loin les plus utilisées, ne font bien naturellement pas mention des trajets proposés par ces entreprises concurrentes. Comment composer un trajet empruntant les trains roulant sous les bannières de différentes entreprises ferroviaires? Que se passe-t-il si l'un des trains empruntés pour une partie du parcours est retardé ou supprimé? Du temps de la SNCF opérateur unique,
il était de sa responsabilité de trouver une solution aux voyageurs naufragés en mal de correspondance. Dès lors que plusieurs prestataires sont impliqués et que les billets ont été achetés indépendamment les uns des autres, cette garantie n'est plus assurée. Pour bénéficier des meilleurs tarifs, le voyageur est incité à acheter la carte de réduction qui correspond le plus à ses besoins. Mais si vous voyagez un peu en train et pas toujours sur la même ligne, ni même dans la même région, vous vous rendrez compte très vite qu'il vous faudra devenir multicarte pour vous en sortir. Parce que non, la carte de réduction qui vous permettra de payer moins cher votre voyage en TGV ne sera pas valable sur les TER et celle que vous aurez achetée en Bretagne vous sera inutile dans le Grand Est. Vous l'aurez compris, la SNCF telle qu'on l'a connue pendant de longues années n'existe plus. Elle a commencé à se transformer profondément. Pour le meilleur ou pour le pire, il est sans doute un peu trop tôt pour le dire, mais rappelons-nous des promesses portées par les différentes réformes ferroviaires qui se sont succédées. Ça nous servira de base pour pouvoir juger sur pièce d'ici quelques temps. Puisque ça y est, de nouveaux opérateurs sont à pied d'œuvre. Une meilleure qualité de service et des tarifs plus compétitifs. Chiche, mais arrivera-t-on un jour en France à la hauteur de la qualité de service proposée par nos voisins et amis suisses ? Pour vous faire une idée des défis qui restent à relever pour y parvenir, je vous propose cette autre vidéo. Mais attention, elle a de quoi vous donner envie de préférer le train.